8h32 sur BFM TV et RMC. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur de dizaines de livres sur le sujet, dont ce très beau dictionnaire amoureux illustré du crime qui sort aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous ce matin alors que le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice s'apprêtent à dévoiler de nouvelles mesures contre le trafic de drogue à l'occasion d'un déplacement commun à Marseille dans quelques minutes. Avant cela, Alain Bauer, un commentaire sur les images de la nuit. Amsterdam, des supporters du Maccabi Tel Aviv passaient à tabac après le match qui opposait leur équipe à l'Ajax Amsterdam. Le Premier ministre néerlandais dénonce ce matin des attaques antisémites contre des Israéliens. 57 arrestations annoncées par la police d'Amsterdam. Alain Bauer, est-ce que nous risquons de revivre jeudi prochain de voir des images d'une telle violence, des scènes d'une telle violence, alors qu'un France-Israël doit se jouer au Stade de France, match sous très haute tension? Alors d'abord, il ne faut jamais être trop présomptueux en expliquant que tout va bien se passer parce qu'on a tout prévu. On n'a jamais tout prévu. Deuxièmement, on apprend toujours de ses erreurs. Et puis troisièmement, la gestion d'une rencontre de football, c'est un problème qui se situe à 3 niveaux différents. À l'intérieur du stade, autour du stade et ailleurs. Ce qu'en matière de sécurité, on appelle périphérie, périmétrie et compartimentage. Ouais. Là, la gestion sur le trajet qui a eu le problème. Amsterdam, ce n'est pas dans le stade. Le trajet retour. Ouais. Pas le trajet aller, parce que ça arrive aussi désormais sur des aires d'autoroute, quand des bus se rencontrent à des horaires mal calibrés, ou en retard, ou quand il y a trop de supporters par rapport à ce qui avait été initialement annoncé, ce qui était le cas du Marseille-Montpellier, par exemple. Donc, il y a aujourd'hui une reprise en main très efficace, menée à la fois par la DNLH en France, le service de police spécialisé contre le hooliganisme, la Ligue de football, la Fédération, le ministère de l'Intérieur, pour gérer la sécurisation dans les stades. C'est encore en voie de développement et pas toujours totalement maîtrisé autour du stade, et c'est beaucoup plus compliqué avant ou après la sortie du stade. Mais alors, ce qui s'est passé à Amsterdam, je termine. Ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est que la police hollandaise n'a pas du tout anticipé l'aspect retour vers les hôtels. Et c'est là où des attentats prémédités, non pas contre des Israéliens. Je pense que le Premier ministre hollandais a tort contre des Juifs, car c'est clairement ceux qui étaient visés, et les débats qui ont eu lieu n'étaient pas un débat entre supporters un peu excités, hooligans un peu énervés, mais des vrais voyous et des antisémites qui se sont attaqués à des Juifs ou tout ce qui ressemblait à un Juif en ayant vu et repérer les hôtels dans lesquels ils revenaient. Voilà. Alors, ce qui se passe pour Paris, d'abord, le Stade de France, comme d'habitude, va être surprotégé. Ce qu'il va falloir apprendre, c'est le transit. C'est-à-dire l'arrivée du RER vers le stade et le retour des supporters du stade vers leurs hôtels respectifs, c'est-à-dire élargir le champ de sécurisation pour garantir que des guet-apens ou l'organisation d'attaques préméditées ne puissent pas avoir lieu, c'est-à-dire renforcer encore un dispositif de sécurité déjà extrêmement conséquent. Donc, à la de 3000 policiers et gendarmes pour bien comprendre, qui seront là. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut des policiers dans le stade, aux abords du stade. Alors, dans le stade, il n'y en a pas. C'est le rôle des organisateurs et des opérateurs, des stadiers et de la liaison qui existe en général avec les supporters et les clubs de supporters. Là, c'est un peu particulier. Mais compte tenu du contexte particulier, il ne faut pas rajouter de policiers dans le stade, par exemple. Il y en a autour largement suffisamment, et il y a des forces d'intervention. Dans le métro, il y en a autour, mais il va falloir repenser les trajets, le transit, à la fois aller et surtout retour. Donc il va falloir en mettre dans le métro, dans le RER, éventuellement aux abords des hôtels où se trouvent les supporters de l'équipe israélienne. Pour ceux qui ont été identifiés et donc identifiables, puisque c'est en identifiant les bus et les conditions de leur arrivée à Amsterdam, semble-t-il, d'après les services de renseignement hollandais, qui font leur travail bien, mais rétrospectivement, que ces conditions d'attaque préméditée ont pu être réalisées. Parmi les vidéos qui nous parviennent d'Amsterdam de cette nuit, Alain Bauer, on voit aussi des vidéos montrant des supporters de chaque équipe s'invectiver. La difficulté étant de retracer la chronologie des faits, ce qui a pu se passer avant le match. Il devait y avoir une manifestation pro-palestinienne qui avait été décalée par la police loin des abords du stade, mais on voit sur certaines vidéos sur les réseaux sociaux des supporters insulter Israël, d'autres en face insulter la Palestine. Vraisemblablement, il y a eu une forme de confrontation aussi autour des drapeaux palestiniens. Ça va aussi être un enjeu du match de jeudi prochain. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Intérieur va réussir à interdire tout drapeau palestinien aux abords du stade, voire tout tifo, comme ce que l'on a pu voir avec le match du PSG mercredi soir, où une banderole pro-palestinienne avait été déployée dans les gradins? Ça aussi, c'est de nature à mettre le feu aux poudres.
Ah, bien sûr, mais d'abord, la réglementation telle qu'elle existe, contrairement à ce que tout le monde raconte, ne dit pas que le message politique doit être interdit, point, ce qui serait parfaitement clair et logique. Non, quelqu'un a décidé de faire un texte emberlificoté qui a dû passer par 3 constitutionnalistes en mal de rémunération ou d'honoraires pour dire... Pas tout message politique, mais tout message politique qui inciterait de manière spécifique à la haine, à la violence, à la discrimination. Ce que vous voulez dire, c'est que le tifo du PSG n'était pas légalement... en tout cas, c'est ce que l'UEFA a dit. Et il est bien difficile aux organisations sportives d'aller au-delà de ce que la loi interdit expressément. Alors après, le ministère de l'Intérieur a d'autres moyens. D'ailleurs, il a convoqué... très légitimement les responsables et du PSG et de la fédération pour venir s'expliquer sur ce sujet, mais on ne peut pas interdire ni tous les fumigènes, ni tous les drapeaux, ni tous les tifos. Par contre, on peut organiser la mise en responsabilité, notamment dans ce cas précis du PSG, sur la manière dont le tifo a pu être, 1, réalisé et 2, déployé, à condition qu'il y ait une réglementation qui l'interdise. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais ça veut dire que jeudi prochain, il peut y avoir des drapeaux palestiniens dans l'enceinte du Stade de France pour un France-Israël. Rien ne l'interdit. Il n'y a pas des fouilles au corps à l'entrée du stade. Oui, bien sûr, mais enfin, vous avez vu que les fumigènes arrivaient à passer sans grand problème et qu'on pouvait déployer des tifos et que la question des chants homophobes ou antisémites ou racistes se posait toujours. Donc il y a un moment, l'éducation pèse autant que la répression dans le cadre de ça, et notamment la relation avec les clubs de supporters ou de ultras qui ont en main beaucoup des cartes nécessaires à la pacification à l'intérieur des stades. Et comme je le rappelle, elle a eu lieu. Puisqu'aujourd'hui, ce dont nous parlons se passe en général à l'extérieur ou même loin du stade. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, aura peut-être l'occasion de dire quelques mots sur le dispositif de sécurité prévu jeudi prochain, puisqu'il est en déplacement à Marseille, qu'il doit prendre la parole dans la matinée. Déplacement conjoint avec Didier Migaud, ministre de la Justice, sur la lutte contre le narcotrafic. Un mot a marqué la semaine, Alain Bauer, c'est mexicanisation. La mexicanisation qui guette la France, d'après le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous comprenez de ce mot quand il est utilisé par Bruno Retailleau, et est-ce qu'il correspond à ce qui est en train de se passer, à un moment de bascule que vit la France? Alors d'abord, le ministre de l'Intérieur, c'est autant le ministre de l'Ordre que le ministre de la Communication sur l'Ordre. Il fait son métier, et donc pour l'instant, on peut dire qu'il le fait plutôt bien. Mais la question centrale est qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est l'expression synthétisée la plus choquante possible du rapport sur le narcotrafic, qui a été l'excellent rapport sur le narcotrafic, que tout le monde devrait lire plutôt que de le commenter, parce que la lecture de la fiche de synthèse en recto verso est le drame des politiciens et malheureusement des médias. Quand on lit tout. On prend le blâme. Oui, c'est pas pour vous, mais c'est un sujet qui est quand même tout à fait stupéfiant, c'est le cas de le dire. Vous ne répondez pas sur la mexicanisation? Non, je vais vous répondre. Si, je vous réponds. C'est la synthétisation de ce qu'il y a dans le rapport. La dernière donc goutte le mot qui est fait opportun. déposer. Bon, le mode est pour lui. Oui. Est-ce que nous en sommes là? Non. Est-ce que nous sommes sur la voie de cela? Oui. Voilà. La question, c'est où est-ce qu'on est sur le parcours. Et alors, où on en est? On se rapproche assez loin d'une perte de contrôle réelle de l'État sur l'intégralité des problématiques du trafic, production, distribution et absence totale de réponse au problème de la consommation. Alain Bauer, quand on voit des salariés, ce sont le reportage de nos confrères de BFM Paris hier, des salariés à Paris dans le 19e arrondissement, escortés par des vigiles jusqu'au métro pour éviter des affrontements avec des personnes tombées dans la toxicomanie dans un quartier miné par la consommation de drogue. On se dit, ce n'est plus simplement le Mexique, c'est Medellín, en plein Paris, à quelques kilomètres du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Vous ne diriez pas ça, comme souvent. Des salariés escortés par des vigiles jusqu'au métro. J'entends bien, mais j'avais des personnels escortés à Saint-Denis après 18h, parce que c'était des personnels féminins qui allaient prendre le RER. Donc, ceci n'est pas une nouveauté. Le problème, c'est escorter. Et on s'y fait. Pour lutter contre. Non, il ne faut pas s'y faire. C'est sur cela que le ministre de l'Intérieur a raison de souligner l'importance d'une action, mais qui doit être préventive, dissuasive et répressive, et pas seulement répressive. La question qui est posée aujourd'hui, c'est de prendre le trafic de stupéfiants comme il fonctionne. Lutter fermement contre les producteurs et les distributeurs, de plus en plus décentralisés, de plus en plus désinhibés et de plus en plus violents, mais traiter du consommateur non pas comme un criminel, mais comme un malade, un addicté. Ce que nous ne faisons pas. Et si on ne réduit pas à la question sanitaire de la consommation, on ne répond pas à la question du trafic. Pour l'instant, la réponse apportée, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ça va être plutôt celle du volet répressif et du volet pénal. Coordination et mise en cohérence. Qui semble faire consensus, c'est celle d'un
parquet anti-stup, Je suis comme pas il sûr que existe, ça fasse consensus. un parquet antiterroriste ou un parquet national financier. Concrètement, juste pour comprendre, on entend cette idée. Le ministre de la Justice dit pourquoi pas, on verra si c'est vraisemblablement mis en œuvre ou pas. Concrètement, qu'est-ce que cela changerait un parquet anti-stup ? Comment ça fonctionnerait ? Vous avez vu qu'il a fallu attendre 2022 ans pour avoir un parquet cold case qui gère la mise en cohérence de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, nonobstant les découpages administratifs et bureaucratiques. Cold case, c'est des cas qui n'ont pas été résolus. Georges Clemenceau, il y a 100 ans, quand il découvre la problématique que des gendarmes à cheval essayent de rattraper des bandits en véhicule, des gendarmes à cheval avec des sabres, essayent de rattraper des bandits en véhicule automobile avec des armes à feu, décide de créer les brigades du Tibre pour sortir des blocages administratifs et du fait qu'il fallait s'arrêter à la frontière de chaque département. Rien de nouveau sous le soleil. Mais donc ce serait quoi un parquet anti-stup ? De s'occuper des stupes et de la réalité des stupes. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, Alain Bauer ? Très bien, vous avez un exemple. Le tribunal de Nice vient de remettre en liberté 4 individus qui, dans un go fast, ont été poursuivis, rattrapés, ont blessé un policier parce que le cas était trop complexe et que donc il fallait attendre de le traiter, non pas en comparution immédiate, mais avec une gestion complexe, avec des gens spécialisés pour le faire. En attendant, au lieu de les mettre en prison, ce qui aurait été une option, on a décidé de les mettre en liberté au grand cri à peu près compréhensible des policiers eux-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Parce que les réseaux, la distribution, l'expansion notamment du kyste criminalo-marseillais sur l'ensemble du territoire, l'utilisation des mineurs non accompagnés, donc avec une problématique immigration illégale, la problématique sociale qui va avec, le fait que ça touche 5 millions de consommateurs, l'ensemble des consommateurs de stupéfiants au moins une fois dans l'année, provoque des problématiques qui dépassent largement les compétences des juridictions locales. Il y a quelques GIRS, des juridictions interrégionales. Il y a une juridiction nationale anti-crime organisé à Paris, la Junalco, et il faut trouver une modulation pour permettre que tout ceci fonctionne, comme ceci a été démontré avec le parquet antiterroriste. Ça a été démontré avec la création de l'OFAST pour lutter contre le trafic, mais du point de vue policier, gendarmique et douanier, qui se tiraient un peu la bourre et qui essayent désormais de coopérer. Il y a toujours un moment où on peut faire mieux. Est-ce que ça doit être limité au crime organisé, incluant les stupéfiants ou seulement aux stupéfiants, et le débat que doivent trancher le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, il faut aussi trancher des petites problématiques spécifiques, qui est le parquet de Paris qui gère aujourd'hui la Junalco, la juridiction nationale contre le crime organisé, aimerait bien ne pas se faire totalement déposséder de ses prérogatives. Donc tout ceci, c'est... Une bataille de chapelle également là-dedans, de ce que je comprends. Oui, juste on va dire que c'est un peu de marqueterie. Puisqu'Alain Bauer, vous évoquez l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, l'une des recommandations aussi du rapport des sénateurs, c'est de le transformer en DEA à la française. Alors DEA, l'acronyme, parle peut-être aux fans de séries américaines où on voit ces super flics, passez-moi l'expression. Bureau of Narcotics, quand ça s'occupait de la French Connection dans les années 70. L'agence chargée de la lutte contre la drogue qui a d'immenses pouvoirs d'enquête et qui peut notamment enquêter en dehors des frontières américaines. Pour comprendre là aussi, que peut faire aujourd'hui la DEA américaine que ne peut pas faire l'OFAST français, par exemple, l'Office anti-stupéfiant? Alors, l'Office anti-stupéfiant peut faire beaucoup de choses avec des moyens qui ne sont pas ceux de la DEA, un budget qui n'est pas celui de la DEA et des compétences, vous l'avez indiqué, notamment extraterritoriales, qui ne sont pas celles de la DEA. Donc, ces 3 éléments sont particuliers, mais par ailleurs, la DEA ne peut fonctionner aujourd'hui qu'avec un système américain, notamment pénal, et notamment des juridictions fédérales, qui permettent une extraterritorialité réelle et une manière de tordre le bras, notamment aux Émirats, mais pas seulement, qui n'est pas exactement celle que les juridictions françaises... Aujourd'hui, Alain Bauer, quand on lutte contre la drogue, par exemple en France, on ne peut pas aller chercher un gros bonnet à Dubaï ou ailleurs. On peut essayer, mais c'est compliqué parce qu'il faut être convaincant, il faut disposer de moyens considérables et surtout, il faut avoir les moyens de convaincre les Émirats arabes unis, et particulièrement Dubaï, parce qu'à Abu Dhabi, c'est plus simple, d'intervenir en appliquant un code qui n'est pas le nôtre. C'est ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est ça, les gros bonnets? Oui, alors on a des moyens bonnets maintenant à Dubaï, c'est assez large, et les Dubaïotes n'aiment pas qu'on les pointe du doigt pour être le refuge du crime organisé, comme ils sont le refuge de beaucoup de Russes expatriés, mais ils n'aiment pas non plus qu'on leur dise comment il faut faire et ce qu'il faut faire quand ces gens sur place ne font rien. Et donc l'extraterritorialité, c'est un sujet compliqué. Étendre les pouvoirs de l'OFAS et surtout lui donner des moyens avec une juridiction pénale plus adaptée et mieux équipée est important. Vous savez, la juridiction colcaise, qui doit gérer des centaines de cas, elle a toujours 5 ou 6 magistrats, et fort
heureusement une unité spécialisée de la gendarmerie nationale et des unités de la police pour l'épauler. Mais enfin, l'effort a été maigre. Oui, puisque vous dites, Alain Bauer, que la mexicanisation nous guette, est-ce qu'il faut des militaires en renfort dans la guerre contre la drogue? C'est une proposition. Non, le militaire est fait pour faire la guerre, pas pour maintenir l'ordre. Et chaque fois qu'on a fait la guerre ça a été un désastre. La guerre aux terroristes, la guerre aux stupéfiants, même Richard Nixon qui nous l'a imposé en 1970 dans un enregistrement de sa période Maison-Blanche qui a été récemment révélé, dit « Je sais très bien que c'est bullshit, ça ne sert à rien, mais c'est fait pour faire de la com et de la politique ». La corruption, c'est l'un des points sensibles aussi que révèle ce rapport. Nos confrères de l'opinion révèlent ce matin les tarifs. 5 000 € pour obtenir d'un policier qu'il consulte un fichier spécialisé pour avoir des informations sur une enquête en cours. 50 000 € pour qu'un greffier glisse une erreur dans la procédure et enclenche une remise en liberté de droit. 100 000 € pour faire déplacer un conteneur dans un port pour obtenir qu'un docker le mette dans un endroit où la drogue puisse être plus facilement exfiltrée. Et il y a quelques jours, le ministre de la Justice a dit corrompre un magistrat. Oui, j'imagine que ça doit être possible. Est-ce qu'on arrive à quantifier aujourd'hui l'ampleur de cette corruption? Non, mais pour la première fois, lors des auditions dans la commission d'enquête parlementaire, les magistrats, mais aussi les policiers, les responsables des inspections générales ont expliqué que, c'était possible, deux, qu'ils avaient des chiffres. D'ailleurs, l'inspection générale de la police nationale avait révélé, je crois, 248 faits dans son dernier rapport qui porte sur les années précédentes. Donc, il y a un phénomène en augmentation. Il y a une complicité des fonctionnaires, enfin du privé et du public en réalité. Ils ne sont pas complices, ils sont corrompus surtout. Oui. De facto, ils deviennent complices, mais c'est la corruption qui est le problème. Alors, il y a la corruption par l'argent, il y a la corruption par la peur aussi. Oui. Quand on menace la famille d'un gardien de prison, la famille d'une greffière, quand on menace des magistrats. Récemment encore, la police a arrêté un groupe qui tentait de s'en prendre violemment à un magistrat avant qu'il passe à l'acte. Une magistrate a reçu une balle dans son carreau, d'autres ont peur. Et donc la peur est un puissant vecteur de corruption, ou en tout cas de retrait et de laisser passer des éléments. Mais la justice ordinaire aujourd'hui, faute de savoir comment gérer tout ce qui n'est pas le haut du spectre, mais le bas du spectre, n'est plus en mesure de traiter de la distribution ordinaire et des intermédiaires, alors elle n'est pas laxiste, contrairement à ce que tout le monde raconte, elle est juste lente et que les prisons débordent. Donc comme on ne sait pas traiter la quantité et comme on a arrêté de gérer la complexité du trafic, c'est-à-dire pour ça qu'il faut reprendre le sujet juridiction et au faste, la situation, c'est qu'on les laisse dehors. Alain Bauer, un dernier mot de l'incident hier à Jérusalem, de gendarmes français arrêtés par la police israélienne sur le site de l'Éléona. C'est un lieu de pèlerinage chrétien, un domaine national français sur lequel veillent donc des gendarmes tricolores. Selon le récit de la diplomatie française, les policiers israéliens sont entrés avec leurs armes sans demander l'autorisation des Français. Les Israéliens, de leur côté, affirment que les questions de sécurité avaient été clarifier à l'avance. De ce que vous connaissez, Alain Bauer, de la coopération entre forces de l'ordre, comment cet incident a pu se produire et est-ce que c'est un incident grave ? Alors d'abord, c'est un incident récurrent. Depuis Jacques Chirac jusqu'à nos jours, ça doit être le 3e, si je ne me trompe, parce qu'Emmanuel Macron y avait eu droit aussi. Deuxièmement, le niveau de difficulté dans la compréhension de ce que c'est qu'un territoire national et ce que c'est qu'un territoire diplomatique, comme l'explique très bien l'ambassadeur Gérard Haraud ce matin chez un de vos confrères de l'ancien ambassadeur écrite. De France à Washington. Il dit, mais attention, c'est pas du tout ce qu'on croit, ce n'est pas un espace diplomatique interdit, c'est un espace sur un territoire étranger où il faut demander l'autorisation, mais il y a toute une série d'exceptions à la règle. Et dans ce cas précis, les gendarmes en question ne protégeaient pas Léona, ils préparaient la visite du ministre, et peut-être y a-t-il eu soit une incompréhension, soit une provocation. Ce n'est pas une violation de la souveraineté française. C'est une violation d'un domaine national, mais dans un cadre qui n'est pas l'intrusion dans une ambassade. C'est pas le même niveau et il faut écouter avec attention ce qu'explique Gérard Haraud ce matin. Donc, mais ça peut être aussi une pure provocation et il arrive que nos amis israéliens ne soient pas avares de provocation vis-à-vis de la France. Ça les soulage. En raison des relations compliquées du moment exécrables. Ou exécrables du moment. Merci Alain Bauer d'être venu à ce micro ce matin pour nous aider à y voir plus clair sur le narcotrafic et sur les voies et moyens de faire en sorte que ce trafic recule, alors que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice se déplacent ce matin à Marseille pour faire des annonces. Merci aussi de votre vision pour le match France-Israël de jeudi prochain. De ce que je comprends, rien ne sert de le déplacer, il faut juste bien le sécuriser. Il faut bien le sécuriser sur les parcours et par ailleurs, la télévision, c'est formidable pour voir un match de football. Et je rappelle votre livre, Alain Bauer, Le dictionnaire amoureux,
illustré du crime. C'est paru chez Plomb. De la collection Grund. Voilà, très très beau livre. Merci à vous Alain Bauer d'être venu à ce micro ce matin. Belle journée à vous.